trait de caractère hyper précis, celui-là même qui propulse une personne tout en haut d'une hiérarchie, était exactement le même trait qui garantissait au final la faillite de son entreprise. C'est une vraie question, ouais. Parce que on a tous en tête cette image très ancrée du dirigeant visionnaire, quoi. Une sorte de silhouette qui avance seule contre vents et marées, qui tranche les dilemmes d'une main de fer, Le fameux mythe. voilà, sans jamais montrer la moindre hésitation. Sauf que le problème de ce mythe du génie solitaire, c'est qu'il est mathématiquement voué à s'effondrer. Absolument. Donc aujourd'hui, on fait une plongée au cœur de données vraiment inédites. On va examiner les notes et extraits du livre de 2024 de Dana Meor qui s'appelle The Journey of Leadership. Un ouvrage très riche, oui. Et tout ça s'appuie sur le Bauer Forum, le programme intensif de leadership de McKinsey. On parle d'expériences rassemblées auprès de plus de 500 PDG à travers le monde. C'est énorme. C'est une base de données incroyable. Et la mission de notre exploration en profondeur aujourd'hui, c'est de comprendre comment on peut diriger, je cite, de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire en développant des compétences psychologiques et émotionnelles pour affronter le marché. Tout à fait. Je suis ravie d'être là pour en parler. Je suis ravi de vous recevoir. Bon, décortiquons tout ça, parce que je vais être clair d'entrée de jeu. Ces leçons, c'est pas du tout réservé aux grands patrons du Fortune 500. Ça s'applique vraiment à quiconque cherche à mieux naviguer dans sa carrière. Exactement. Et je dirais que l'illusion d'optique la plus dangereuse dans notre monde professionnel, c'est de croire que la rationalité économique dirige tout. Alors que pas du tout. Bah non, pas du tout. En fait, si on s'imagine une immense bibliothèque remplie de biographies de grands dirigeants, la vraie valeur de ces sources d'aujourd'hui, c'est de venir déconstruire les mythes traditionnels du pouvoir qu'on trouve dans ces livres, Pour révéler quoi, du coup? pour révéler les mécanismes humains en dessous. Ce qui se passe vraiment à l'intérieur de la tête d'un déciseur, ses peurs, ses biais, c'est ça qui finit systématiquement par dicter la stratégie globale. Ouais, c'est fascinant. Donc pour comprendre ce leadership de l'intérieur, il faut d'abord détruire la plus grande illusion de l'extérieur, c'est ça? L'idée que le chef doit absolument avoir toutes les réponses. Voilà. Parce que plus une personne monte dans une hiérarchie, plus son environnement se modifie en fait, pour la protéger de la réalité. Ah ouais, la fameuse chambre d'écho, filtrée, adoucie ou carrément supprimée avant d'arriver sur le bureau de la direction. Détaillons un peu cette mécanique, parce que c'est pas un complot des employés pour cacher la vérité, on est d'accord? Non, c'est un instinct de survie corporatif, tout simplement. C'est ça. Un junior repère un problème, il en parle au manager, qui, lui, nuance le truc pour pas paraître alarmiste. Le vice-président adoucit encore le message pour protéger son équipe, et à la fin, une crise existentielle devient un détail mineur pour le patron. Et le dirigeant prend alors une décision catastrophique en opérant avec des données tronquées. L'exemple historique parfait, c'est la DeLorean Motor Company dans les années 80. La DeLorean. La fameuse voiture de Retour vers le futur. Exactement. Une icône culturelle avec un design révolutionnaire. Mais la faillite a été d'une brutalité inouïe. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? L'erreur de John DeLorean, c'était un refus structurel d'entendre les signaux d'alarme. Ses équipes financières lui démontraient que l'entreprise s'étendait bien au-delà de ses capacités. Mais il s'était convaincu que sa vision initiale le dispensait de s'adapter aux réalités matérielles. En gros, il refusait d'écouter les mauvaises nouvelles. Oui, la contradiction était perçue comme un manque de loyauté dans son entreprise. C'est dingue. C'est un peu comme si un capitaine de navire en pleine tempête décidait de boucher les oreilles de tout son équipage pour qu'ils n'entendent pas le vent. Le bateau coule, mais au moins personne ne panique à voix haute. C'est une excellente analogie. Mais alors, comment un dirigeant peut-il activement briser cette chambre d'écho sans paraître complètement indécis ou faible face à ses équipes? Eh bien, ce qui est fascinant ici, c'est que demander de l'aide n'affaiblit pas l'autorité. Au contraire, ça la renforce par la sagesse collective. Le texte propose vraiment de rechercher l'intelligence du groupe et de s'entourer de conseillers de confiance. Pour avoir des gens qui osent dire non. Voilà, l'environnement doit transformer les erreurs en opportunités d'apprentissage, pas en motif de licenciement. Mais si l'isolement mène à des catastrophes totales comme DeLorean, qu'est-ce qui pousse des gens brillants à s'isoler en premier lieu? Je veux dire, ils ont des QI énormes, ils savent que c'est dangereux. C'est là qu'on touche à la racine du problème. La cause profonde, c'est souvent l'ego et l'insécurité. L'insécurité. Chez des PDG, complètement. Il y a une anecdote très parlante dans les notes du Bauer Forum qui s'est passée en Floride. Un PDG qui dirige une grande entreprise de logiciels. D'accord? Il a une stratégie en béton, une équipe super compétente, mais impossible de susciter l'engagement. La boîte tourne au ralenti. Et qu'est-ce qui bloquait? Une coach expérimentée a analysé la situation et a trouvé le vrai problème. Le PDG était freiné par son propre ego. Il croyait qu'à cause de son titre, il devait avoir toutes les réponses.
Ah, l'attitude du one-up, toujours surenchérir. C'est ça. À chaque fois qu'un employé proposait une idée, il devait y ajouter sa touche personnelle pour en revendiquer la paternité. Du coup, les gens ont arrêté de proposer des idées. Logique. Pourquoi se fatiguer si le chef va tout réécrire à la fin? La solution qu'elle lui a proposée, c'est le passage au leadership altruiste. Prioriser les besoins de l'entreprise sur les honneurs personnels. Attendez. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Oui, L'ego, l'ambition démesurée, c'est pas le moteur exact qui propulse ces personnes au sommet au départ? si, bien sûr. Alors comment on peut sérieusement demander à quelqu'un, du jour au lendemain, de désactiver le trait de caractère qui a construit toute sa carrière? C'est presque contre nature. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, il faut faire la distinction entre l'ambition professionnelle saine et le besoin psychologique de prouver sa supériorité. C'est-à-dire? Quand vous êtes un contributeur individuel, votre ego vous sert de carburant. Vous êtes récompensé parce que vous êtes le plus rapide, le plus vif. Ouais, on vous félicite pour vos résultats perso. Mais le jour où vous devenez chef d'orchestre, les règles s'inversent. Votre succès ne dépend plus de ce que vous faites, mais de ce que vous arrivez à faire faire aux autres. C'est la transition de la validation personnelle vers la réussite collective. Exactement. Et pour abandonner cet ego paralysant, il faut inévitablement faire face à ses propres faiblesses. Ce qui nous amène à une arme secrète assez inattendue dans le monde des affaires, la vulnérabilité. Un outil stratégique redoutable pour débloquer des situations. Alors j'ai lu cette anecdote dans la source, ça se passe par un jour de pluie à Paris. Oui, lors d'une autre réunion de PDG, C'est ça. Et là, on a une conversation super profonde où un dirigeant avoue qu'il est totalement incapable de confronter un membre de sa propre famille au sein de l'entreprise. une entreprise familiale, oui. Et ce membre avait un comportement vraiment toxique qui détruisait la culture de la boîte. Techniquement, n'importe quel consultant aurait dit de le virer immédiatement. Bien sûr, mais le dirigeant était paralysé et, en creusant avec ses pairs, ils ont découvert l'origine du problème. Qui n'avait rien à voir avec le business d'ailleurs. Rien du tout. Ça remontait à son éducation. Une enfance axée sur l'évitement des conflits. Vous savez, les dîners de famille où toutes les tensions étaient ignorées au profit de la politesse de façade. On a tous connu ça un peu, les non-dits à table. Voilà. Et inconsciemment, il appliquait cette même règle de survie émotionnelle pour gérer sa multinationale. Le fait de reconnaître cette racine psychologique publiquement, d'être vulnérable, ça a brisé le sortilège. Ça lui a donné le panache d'agir. C'est fou quand on y pense. C'est un peu comme un vieux code informatique obsolète. Comment ça? Le bagage émotionnel de l'enfance, c'est comme un algorithme conçu pour survivre à un moment précis, comme éviter les cris à table. Et ce code tourne toujours en arrière-plan dans le cerveau de l'adulte. Ah oui, je vois très bien. La vulnérabilité, en fait, c'est l'acte d'ouvrir ce code source, de trouver le bug et de réécrire la ligne. C'est une excellente façon de le formuler. Ça montre bien que l'analyse psychologique n'est pas du tout une faiblesse. C'est de la clarté stratégique pure. Et une fois qu'on a fait ce travail de l'intérieur, qu'on a maîtrisé son ego, ses vulnérabilités, qu'est-ce qui se passe face au monde extérieur qui, lui, est complètement chaotique? Eh bien, on possède enfin l'armure nécessaire pour affronter ce que les chercheurs appellent la vie de 100 ans. La vie de 100 ans. C'est le concept de longévité professionnelle, c'est ça? Oui, l'idée que la carrière traditionnelle de 40 ans dans une seule entreprise, c'est complètement obsolète. C'est terminé. Aujourd'hui, on fait face à de multiples rôles et surtout à des revers inévitables. L'échec devient une certitude absolue. Avec les pandémies, l'intelligence artificielle, les chaînes d'approvisionnement qui sautent. Exactement. Donc la clé, c'est plus d'éviter l'échec, Mhm. c'est la manière dont on y réagit, sans se laisser submerger par la culpabilité. Et quelle est la compétence ultime pour survivre à tout ça, d'après les données? La polyvalence, c'est ce qui ressort très clairement, l'agilité mentale. Et Assource prend un exemple historique super intéressant pour illustrer ça, Benjamin Franklin. Alors lui, c'est le couteau suisse par excellence. Totalement. Il était écrivain, scientifique, diplomate. Et il ne faisait pas juste des passe-temps le dimanche, il adaptait ses talents pour façonner des idées avant-gardistes dans tous ses domaines. Il faisait des ponts entre les disciplines. Mais alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui? Est-ce que dans notre monde hyper imprévisible, il est devenu plus dangereux d'être un hyper spécialiste qu'un touche-à-tout à la Benjamin Franklin? Cela soulève une question importante, effectivement. La polyvalence, ce n'est pas un manque d'expertise ou de la superficialité. C'est une agilité mentale qui permet de transférer des compétences d'un domaine à un autre. Donc si mon secteur s'effondre, je peux prendre mes cadres de pensée et les appliquer ailleurs. C'est exactement ça.
C'est votre bouée de sauvetage lors des inévitables tempêtes. Bon, si je dois faire une petite synthèse de notre voyage intellectuel aujourd'hui, on a vu que le leadership de l'intérieur exige d'abord de rejeter le mythe du génie solitaire. Adieu la DeLorean. Adieu la DeLorean, c'est ça, hein. Ensuite, il faut vraiment dompter son ego pour libérer ses équipes, arrêter de vouloir faire le one-up. Oui, Troisièmement, utiliser la vulnérabilité, ouvrir son code source interne pour comprendre ses blocages profonds, et enfin, embrasser la polyvalence pour survivre à cette fameuse vie de 100 ans. un très bon résumé, et je tiens à rappeler que cette sagesse s'applique bien au-delà des salles de conseil d'administration. C'est clair. Que ce soit pour préparer une réunion cruciale, gérer un projet complexe, ou même simplement naviguer dans sa propre évolution professionnelle. Ouais, Ces outils émotionnels sont indispensables pour ne pas se sentir complètement submergé par la surcharge d'informations et les pressions modernes. ça permet de garder le cap. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, j'aimerais qu'on termine sur une réflexion un peu inédite. Je vous écoute. Si cette vie de 100 ans nous oblige à subir de multiples échecs et à changer constamment de rôle, on l'a vu avec l'IA et le reste, peut-être que la compétence ultime en leadership, c'est pas du tout la capacité à diriger les autres, Ah, mais plutôt la capacité à orchestrer ses propres morts et renaissances professionnelles au cours d'une seule existence. Apprendre à laisser mourir l'expert qu'on était hier pour devenir l'apprenant dont on a besoin demain. c'est une pensée très forte, oui. Se réinventer en permanence. On retrouve très vite